À 22 ans, elle est tombée enceinte du père de sa meilleure amie, un fermier millionnaire, et elle a vécu un amour interdit. C'est une jeune et brillante vétérinaire au passé brisé. Son monde a été réduit en cendres, une mère perdue à cause de la maladie, un avenir volé par la trahison. N'ayant nulle part où aller, elle passe un unique appel désespéré et accepte une invitation pour un endroit auquel elle n'appartient pas. Caldwell Creek. C'est un immense empire de bétail et d'héritage dans le Montana, un royaume dirigé par un homme aussi sauvage que la terre elle-même. Cet homme, c'est Jackson Caldwell. Il n'est pas seulement le père de sa meilleure amie, c'est un roi veuf, un homme qui a enterré son cœur avec sa femme il y a 10 ans et a bâti une forteresse de silence autour des morceaux. Il fait plus confiance à la terre qu'aux gens, et sa seule règle est de protéger son héritage et sa fille à tout prix. Il est censé être son protecteur, une présence distante et ténébreuse. Mais dans le chaos d'un blizzard soudain, sous le poids d'un chagrin partagé, la frontière entre la protection et la passion s'estompe pour devenir une unique et irréversible erreur. Il ne voit pas une fille fragile. Il voit une force qui reflète celle de la femme qu'il a perdue, un feu qui fait fondre son cœur gelé. Ceci est l'histoire de leur connexion interdite. Une histoire sur la façon dont le plus grand des refuges peut devenir le plus dangereux des territoires et comment l'homme que vous ne devriez jamais désirer pourrait être le seul capable de vous reconstruire. Alors installez-vous confortablement et que la tempête commence. Commentez avec un emoji montagne si vous êtes prêt à vous évader au Big Sky Country et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires d'amour impossible et de rédemption puissante. Préparez-vous pour une histoire qui prouve que les erreurs les plus dangereuses sont celles qui ressemblent au destin. Une histoire d'héritage, de loyauté et d'un amour assez puissant pour construire un avenir sur les cendres du passé. Le son de la clé tournant dans la serrure fut le déclic final. Le claquement sec et métallique brisa le dernier fil d'espoir auquel Élise Dubois s'était accrochée. La porte s'ouvrit sur un vide qui faisait écho au trou dans sa poitrine. L'appartement de Chicago qu'elle avait considéré comme son foyer pendant 2 ans était nu. Le canapé où ils avaient regardé des films tard le soir avait disparu. La table où elle avait passé des nuits blanches à réviser pour ses examens finaux de vétérinaire s'était volatilisée. La seule chose qui restait sur le comptoir de la cuisine était une tasse à café solitaire avec la tache de rouge à lèvres d'une autre femme sur le rebord. Elle sentit l'air quitter ses poumons dans un sifflement lent et douloureux. Il n'y avait pas de larmes. Les larmes s'étaient taries au cours des 3 derniers jours depuis qu'elle avait découvert la trahison. Trahison. Le mot semblait faible, inadéquat pour décrire la dévastation. Léo ne s'était pas contenté de la tromper avec sa colocataire. Il avait tout planifié, vidé l'appartement et siphonné leur compte joint pendant qu'elle était à l'enterrement de sa mère. Le deuil de sa mère était une douleur profonde et constante, une encre lourde dans son âme. Mais ça, c'était de l'humiliation. C'était le vol de son avenir, de ses économies, de sa dignité. Elle passa une main sur son visage, sentant la froideur de la bague de fin d'études que sa mère lui avait offerte. « Tu es forte, ma chérie, plus forte que tu ne l'imagines. » La voix de sa mère résonnait dans son esprit, un murmure fragile. Mais Élise ne se sentait pas forte. Elle se sentait vide. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone. La liste de contacts était courte. De la famille au Texas qui pouvait à peine subvenir à ses propres besoins, quelques connaissances de l'université, et puis un nom qui brillait comme un phare dans l'obscurité, Chloé Caldwell. Son doigt survola le nom. Chloé était un rayon de soleil, de l'énergie, du rire. Elle était l'héritière d'un monde qu'Élise pouvait à peine imaginer, un monde de chevaux, de terre s'étendant à perte de vue, et d'un nom de famille synonyme de pouvoir dans le Montana. Elles étaient des amies improbables, réunies à l'université par un projet d'anatomie et une aversion mutuelle pour l'hypocrisie. L'appeler maintenant ressemblait à un aveu d'échec. C'était admettre que la fille de Chicago, la boursière qui s'était toujours débrouillée seule, était brisée. Mais l'alternative était de dormir dans sa voiture. Elle prit une profonde inspiration, l'odeur de poussière et d'abandon emplissant ses poumons, et composa le numéro. La voix de Chloé répondit à la 2e sonnerie, vibrante et pleine de vie, un contraste brutal avec le silence de l'appartement. « Élise, je pensais justement à toi. Comment vas-tu, ma belle ?»
La simple question chargée d'une préoccupation sincère fut ce qui la fit craquer. Un sanglot s'échappa de sa gorge, un son rauque et déchiré. « Mila, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ta voix. Les mots jaillirent, un torrent de douleur et de honte. La trahison, l'appartement vide, l'argent manquant. À l'autre bout du fil, le silence de Chloé n'était pas celui du jugement, mais d'une fureur contenue. « Ce salaud !» siffla Chloé. « Où es-tu en ce moment ?»« Dans l'appartement. Ce qu'il en reste. »« Non, plus maintenant. Fais un sac avec ce qui reste. Je te prends un billet. Tu viens dans le Montana, maintenant. »« Chloé, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. » Ce n'était pas une question, Élise. C'était un ordre. Tu as besoin d'un endroit pour respirer. Ici, on a du ciel à revendre. Le trajet en bus de Chicago à Bozeman fut une éternité. Les gratte-ciel de béton et de verre rétrécissaient dans le rétroviseur, monument d'un échec qu'elle portait comme une seconde peau. À mesure que le bus avançait vers l'ouest, le paysage se transformait. Le béton gris laissait place au vert, les plaines s'ouvraient, et enfin les montagnes apparurent à l'horizon, dents acérées contre un ciel d'un bleu impossible. C'était vaste, intimidant. Et pour la première fois depuis des mois, Élise sentit qu'elle pourrait peut-être respirer à nouveau. Chloé l'attendait à la gare routière, adossée à un pick-up Ford F-250 qui semblait trop grand pour la ville. Elle portait un jean délavé, des bottes poussiéreuses et un sourire qui aurait pu illuminer tout l'état. Son étreinte fut forte, une étreinte qui semblait vouloir recoller les morceaux d'Élise. « Tu es là », murmura Chloé en lui prenant le visage entre les mains. « Tout va bien maintenant. » Les larmes qu'Élise avait retenues pendant tout le voyage finirent par couler, un flot de soulagement et d'épuisement. Le trajet jusqu'au ranch fut silencieux. Chloé semblait comprendre qu'Élise n'avait pas besoin de mots, mais de paix. Elles quittèrent la ville et s'engagèrent sur un chemin de terre qui serpentait à travers collines et vallées. L'air qui entrait par la fenêtre était frais et pur, sentant le pin et la terre humide. Et puis, après avoir franchi un grand portail en fer forgé avec les initiales CC, elle le vit. Le ranch Caldwell Creek. Ce n'était pas une ferme, c'était un royaume. La maison principale, une structure imposante de bois et de pierre, semblait avoir poussé de la terre elle-même, avec un porche qui s'enroulait tout autour de la façade, surplombant la vallée en contrebas. Il y avait des granges plus grandes que des immeubles, des enclos qui s'étendaient sur des hectares, et des chevaux qui se déplaçaient avec une grâce aristocratique. C'était un lieu de puissance brute, d'héritage, un monde à part. Élise sentit un nœud se former dans son estomac. Elle était une intruse ici. « C'est incroyable, » murmura-t-elle, le mot étant inadéquat. « C'est chez moi, » dit simplement Chloé. « Viens, je vais te montrer ta chambre. Mon père est probablement au bureau. » Mais il n'y était pas. Alors qu'elle descendait du pick-up, Élise le sentit. Un regard. Elle se tourna instinctivement vers le porche de la maison. Debout là, dans l'ombre, se tenait un homme. Grand, avec des épaules larges qui témoignaient d'une vie de travail physique, malgré sa chemise impeccable. Il se tenait les bras croisés, une présence qui emplissait le porche et semblait s'étendre sur toute la vallée. Son visage était une carte de soleil et de temps, sa mâchoire forte, ses cheveux sombres striés d'argent aux tempes. Et ses yeux étaient fixés sur elle. Le cœur d'Élise fit un bond étrange et douloureux. Ce n'était pas un regard hostile ni curieux, c'était un regard qui l'évaluait, la mesurait, qui semblait voir à travers les couches d'épuisement et de douleur jusqu'à son âme même. Un regard qui avait du poids. « Le voilà », dit Chloé en faisant un signe de la main. « Papa, viens rencontrer Élise. » L'homme ne bougea pas pendant un instant. Puis il descendit les marches du porche avec une économie de mouvement presque prédatrice. Chaque pas était délibéré, silencieux. Alors qu'il approchait, l'immensité du Montana semblait se concentrer en cette seule silhouette. « Papa, voici Élise Dubois, mon amie de Chicago, » dit Chloé rayonnante. « Élise, voici mon père, Jean-Pierre Caldwell. » Il s'arrêta devant elle. De près, il était encore plus imposant. Il sentait le cuir, la terre et autre chose, quelque chose de purement masculin et intimidant. Il tendit la main. « Mademoiselle Dubois, bienvenue à Caldwell Creek. » Sa voix était profonde, un baryton qui semblait vibrer dans l'air. Contrôlée, polie, mais aussi froide que les rivières des montagnes. Élise posa sa main dans la sienne. Sa paume était rugueuse, calleuse,
enveloppant la sienne dans une poignée ferme qui ne dura qu'une seconde, mais suffit à lui envoyer un frisson le long de la colonne vertébrale. « Merci de me recevoir, monsieur Caldwell, » dit-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait prévu. Ses yeux, d'un bleu aussi profond que le ciel du Montana, la scrutèrent une fois de plus. Elle se sentit transparente, une intruse en t-shirt usé et jean déchiré dans son royaume de pierre et de bois. Il fit un bref signe de tête, un geste qui était à la fois une reconnaissance et un renvoi. « Chloé, fais entrer ton amie. Elle doit être fatiguée du voyage. » Il se tourna et s'éloigna vers l'une des granges, sans un mot de plus. Élise resta figée, l'endroit où sa main avait touché la sienne encore picotant. Elle regarda son large dos s'éloigner, une silhouette solitaire et puissante contre le vaste paysage. Il y avait une ligne invisible ici, une frontière aussi réelle que les clôtures qui marquaient ces terres, et sous le regard de cet homme, elle sentit, pour la première fois depuis longtemps, le danger d'être en vie. L'intérieur de la maison était le reflet de l'homme qui la commandait, grandiose, solide et silencieux. Les larges planches de bois grinçaient sous les pieds d'Élise, chaque pas un écho de son inadéquation. Une immense cheminée en pierre, assez grande pour rôtir un bœuf entier, dominait le salon, la suie sur ses murs racontant les histoires d'innombrables hivers. Des meubles en cuir sombre et en bois lourd parsemèrent l'espace, tout semblant avoir été construit pour durer des siècles. Sur les murs, des photos en noir et blanc montraient des générations de Caldwell, leurs visages sévères et fiers, des hommes et des femmes qui avaient dompté cette terre de leurs propres mains. Et dans chaque coin, l'odeur du bois poli, du cuir et de l'air froid des montagnes qui s'infiltraient par les fissures. « Ta chambre est en haut », dit Chloé, la guidant dans un escalier qui semblait taillé dans un seul tronc d'arbre. La chambre d'amis était étonnamment accueillante. Un lit queen-size recouvert d'une lourde courte pointe en patchwork, un bureau en bois clair sous une large fenêtre et une vue qui coupa le souffle d'Élise. La fenêtre encadrait la vallée, les collines verdoyantes s'étendant jusqu'à rencontrer la base des montagnes lointaines, leur sommet encore saupoudré de neige même en ce début d'été. C'était une beauté si écrasante qu'elle en était douloureuse. « Parfait, Chloé, merci. »« Ne me remercie pas. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, » dit-elle, la voix douce. « La salle de bain est au bout du couloir. Repose-toi. Le dîner est à 7 heures. Mon père peut être intimidant, mais il ne mord pas, en général. » Chloé fit un clin d'œil et partit, fermant doucement la porte. Seule, Élise laissa son sac à dos glisser de ses épaules. Le poids semblait plus que physique. C'était le poids de sa vie entière, compacté dans un unique sac en toile. Elle s'assit sur le bord du lit, la douceur du matelas un luxe oublié. Ses doigts tracèrent les motifs de la courte pointe. Pour la première fois depuis des mois, depuis le diagnostic de sa mère, elle était dans un endroit qui ne sentait pas les hôpitaux ou la trahison. Il sentait le pain et la promesse d'un ciel clair. Le dîner fut une leçon de tension silencieuse. La longue et robuste table à manger aurait pu accueillir 20 personnes, mais ce soir, ils n'étaient que 3. Jean-Pierre était assis en bout de table, une silhouette imposante se découpant sur le crépuscule qui filtrait par la fenêtre. Chloé s'efforçait de combler le silence, bavardant sur ses projets avec Liliane, sur un cheval qui boitait, sur un nouveau café à Bozeman. Élise répondait par monosyllabes, poussant le steak juteux et les pommes de terre rôties dans son assiette, son estomac toujours un nœud serré de nerfs. Jean-Pierre mangeait en silence, ses mouvements précis et économiques. Il ne regardait pas Élise, mais elle sentait son regard. C'était une présence, une gravité qui la maintenait sur le bord de sa chaise, les épaules tendues. « Élise est vétérinaire, papa », dit soudain Chloé, essayant de jeter un pont sur le gouffre de silence. Elle vient d'être diplômée, major de sa promotion. Pour la première fois, les yeux de Jean-Pierre se plantèrent dans les siens. Le bleu était si intense qu'elle eut l'impression de pouvoir s'y noyer. Il y avait une étincelle de quelque chose qui n'était pas de la froideur, de la curiosité, du respect. Elle ne pouvait pas le dire. « Le savoir des facs ne vous apprend pas l'odeur d'un veau malade, » dit-il, sa voix profonde et plate. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Le commentaire la piqua, une aiguille acérée contre son insécurité. Le sang lui monta au visage. « Non, » répliqua-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Mais il enseigne la différence entre une infection bactérienne
et une virale, ce qui sauve beaucoup de temps et beaucoup de bétail. Un lourd silence tomba sur la table. Chloé regarda de l'un à l'autre, les yeux écarquillés. Élise retint son souffle, s'attendant à une réprimande, à un rejet de son audace. Au lieu de cela, l'ombre de ce qui aurait pu être un sourire toucha le coin des lèvres de Jean-Pierre. Un mouvement presque imperceptible qui n'atteignit pas ses yeux. « Ça va peut-être, » dit-il, avant de reporter son attention sur son assiette. Le reste du dîner se passa dans un flou. Dès qu'ils eurent terminé, Jean-Pierre se leva. « J'ai du travail au bureau », annonça-t-il, et quitta la pièce sans un autre mot. Élise sentit ses épaules se détendre, comme si elle avait porté un poids énorme. « Waouh !» dit Chloé en riant doucement. « Je pense que c'était l'équivalent de lui te donnant une médaille. Personne ne le défie comme ça. »« Je ne le défiais pas, » murmura Élise, sentant encore la chaleur de la honte sur son visage. « J'ai juste... »« Je sais, » interrompit Chloé, sa main touchant le bras d'Élise. « Tu t'es défendue, et il respecte ça. » Les jours suivants, Élise essaya de trouver sa place. Elle se levait tôt, avec le premier rayon de soleil peignant les montagnes de rose et d'or. Elle aidait en cuisine, lisait des livres de la vaste bibliothèque de Jean-Pierre et faisait de longues promenades sur les sentiers qui sillonnaient le ranch. C'était une routine paisible et réparatrice. Elle commença à sentir la tension dans ses épaules se dissiper. Le nœud dans son estomac se desserrer. Jean-Pierre était une présence constante et distante. Elle l'apercevait de loin, une silhouette à cheval se découpant sur l'horizon, ou conduisant son pick-up sur le chemin de terre. Ils échangeaient à peine quelques mots. Un « bonjour » formel au petit déjeuner, un signe de tête s'ils se croisaient dans la cour. C'était comme s'ils avaient conclu un accord tacite pour garder leur distance. Mais la conscience de sa présence était toujours là, un courant sous-jacent qui parcourait la maison. C'est dans sa 2e semaine que Chloé annonça son voyage. « Liliane veut que je passe quelques semaines à Seattle, » dit-elle au petit déjeuner, l'excitation dans la voix. « On va regarder des appartements. Il pense que je devrais m'y installer après notre mariage. » Élise sentit une pointe de panique. Être laissée seule dans cette immense maison avec Jean-Pierre Caldwell était une perspective terrifiante. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix neutre. « Je le suis. J'ai besoin de sortir un peu de cette poussière, » rit Chloé, « et tout ira bien pour toi. Le ranch prendra soin de toi, et papa aussi. » Elle se tourna vers son père, qui lisait le journal en bout de table. « Papa, prends soin d'Élise pour moi, d'accord ?» Jean-Pierre baissa le journal. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Élise un instant, et elle sentit ce frisson familier. « Ce n'est pas une enfant, Chloé. »« Je sais, mais quand même. »« Et Élise, se tourna-t-elle vers son amie, prends soin de mon père. Il oublie de manger quand il est stressé. » Les mots restèrent en suspens, chargés d'une innocence qui fit mal au cœur d'Élise. Prenez soin l'un de l'autre. 2 jours plus tard, le pick-up de Chloé disparut sur le chemin de terre, laissant un nuage de poussière et un silence assourdissant. Le ranch, déjà calme, sembla plongé dans le vide. Élise sentit l'absence de son amie comme un membre fantôme. Ce premier soir, elle dîna seule. Jean-Pierre apparemment avait mangé avec les employés du ranch. Elle monta tôt dans sa chambre, le son de ses propres pas résonnant dans la maison vide. Le lendemain, elle décida qu'elle ne pouvait plus se cacher. Elle devait faire quelque chose, être utile. Elle enfila ses vêtements les plus robustes et se rendit à l'écurie principale. L'odeur de foin, de cuir et de chevaux l'enveloppa, familière et réconfortante. Un des employés, un homme plus âgé nommé Henri, brossait un magnifique cheval alezan. « Je peux aider ?» demanda-t-elle. Henri la toisa, sceptique. « Je ne pense pas que vous soyez faite pour ça, mademoiselle. »« Je suis vétérinaire, » dit-elle, la phrase devenant son armure. « Je connais ces animaux mieux que vous ne le pensez. » Elle s'approcha du cheval qui hennit et recula. « Il boite, » observa-t-elle, ses yeux balayant la patte avant de l'animal. « Patte gauche. Il s'est blessé hier. Le patron a dit de le laisser se reposer. Je peux jeter un œil ?» Avant qu'Henri ne puisse refuser, elle était déjà accroupie, parlant au cheval d'une voix basse et apaisante. Ses mains, expertes et douces, commencèrent à palper la jambe de l'animal, sentant les tendons, la température, la réaction. Le cheval se calma sous son contact, frottant son museau contre son épaule. Elle n'entendit pas ses pas. Elle sentit seulement le changement dans l'air,
la même sensation de poids et de présence que la première fois. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix de Jean-Pierre, profonde et froide, retentit juste derrière elle. Élise se retourna brusquement, son cœur martelant contre ses côtes. Il se tenait dans l'embrasure de l'écurie, la lumière du soleil derrière lui, le transformant en une silhouette sombre et imposante. « commença-t-elle, sa voix la trahissant. « J'étais juste... J'ai donné un ordre à Henri. Le cheval devait se reposer. »« Et il se repose, » répliqua-t-elle, trouvant un filet de courage. « Mais le repos ne guérit pas un tendon enflammé. Ça ne fait que masquer le problème. Si ce n'est pas traité, ça pourrait devenir chronique. » Elle se leva, essuyant ses mains poussiéreuses sur son jean, et lui fit face. Son visage était un masque illisible, sa mâchoire serrée. Ils restèrent là dans une confrontation silencieuse, le seul son étant la respiration lourde du cheval. « Vous en êtes sûr ?» demanda-t-il finalement, son ton un défi. « Absolument. Il a besoin de compresses froides et d'un anti-inflammatoire, et d'un repos contrôlé, pas juste d'être laissé dans un box. » Jean-Pierre regarda le cheval, puis de nouveau vers elle. Ses yeux balayèrent son visage, s'attardant sur son expression déterminée. Il fit un pas dans l'écurie, l'air semblant vibrer de sa proximité. Il s'accroupit à côté du cheval, passant sa main sur la jambe de l'animal exactement là où Élise l'avait indiqué. Le cheval ne broncha pas. Il se releva lentement. « Henri, dit-il sans la quitter des yeux, faites ce qu'elle dit. » Puis il se tourna et partit, laissant Élise seule avec son cœur battant la chamade et le sentiment que quelque chose de fondamental venait de changer entre eux. Le changement au ranch ne fut ni immédiat, ni verbalisé. C'était un glissement subtil dans l'atmosphère, comme le changement de pression atmosphérique avant une tempête. Jean-Pierre ne commença pas à faire la conversation à Élise, mais sa présence, autrefois une ombre lointaine, devint plus tangible. Le matin, quand elle descendait pour son café, il était déjà à table, le journal remplacé par des rapports du ranch. Il ne la regardait pas, mais son signe de tête était moins formel, presque une reconnaissance. Élise, de son côté, trouva un but. Chaque jour, elle se rendait à l'écurie pour soigner Apollon, le cheval alezan. Elle appliquait les compresses froides, administrait les médicaments et le menait pour de lentes promenades dans la cour. L'animal, autrefois craintif, la suivait maintenant comme une ombre, son museau frôlant sa main en quête d'une caresse. Les employés du ranch, qui l'avaient initialement considéré avec méfiance, commencèrent à lui poser des questions. Un veau qui ne voulait pas téter, une vache aux sabots fendus. Elle répondait avec un calme professionnel, sa passion pour son travail l'emportant sur sa timidité. Et Jean-Pierre observait. Elle le sentait. Parfois, en se retournant, elle apercevait sa silhouette sur le balcon du bureau de la grange, les bras croisés, le regard fixe. Il n'approchait jamais, n'interférait jamais. Il observait simplement, sa présence un poids silencieux dans l'air. Élise essayait de l'ignorer, se concentrant sur l'animal devant elle, mais elle sentait une chaleur monter à son cou, la conscience d'être étudiée la laissant troublée. C'était déconcertant et, d'une manière qu'elle détestait admettre, étrangement excitant. La première tempête de neige hors saison arriva sans prévenir. La journée se leva grise et oppressante, le ciel une toile basse et lourde. L'après-midi, le vent se mit à hurler, un son solitaire et menaçant descendant des montagnes. Et puis, les premiers flocons commencèrent à tomber. Ce n'étaient pas les flocons délicats d'une carte de Noël, mais de lourds paquets humides qui se transformèrent en un rideau blanc impénétrable en quelques minutes. Élise était dans la cuisine, aidant la cuisinière, une femme robuste et gentille nommée Marie, à préparer le dîner, quand Jean-Pierre fit irruption. Il apporta avec lui l'odeur du froid et de l'urgence. La neige fondue s'accrochait à ses cheveux sombres et aux épaules de sa veste en toile. « La tempête est arrivée trop vite, » dit-il, la voix sèche. « Le troupeau de concours, ils sont coincés dans le pâturage nord. » Henri, le contremaître, entra juste derrière lui, le visage rouge de froid. « On n'a pas pu les rassembler à temps, patron. La visibilité est presque nulle. » Jean-Pierre passa une main sur son visage, la frustration évidente dans chaque ligne de son expression. Ces animaux n'étaient pas seulement du bétail. Ils étaient le résultat d'années d'élevage, un investissement à 6 chiffres. Ils étaient l'héritage des Caldwell. « Combien d'hommes as-tu » demanda Jean-Pierre. « 4. Les autres sont déjà rentrés chez eux avant que la neige ne s'épaississe. »« Pas assez. Prenez les chevaux les plus robustes. Nous irons nous-mêmes. »
Élise écoutait la conversation, le cœur serré. Elle savait ce qu'une tempête comme celle-ci signifiait. Hypothermie, veau perdu, désorientation. C'était une condamnation à mort pour les plus faibles. « J'y vais aussi », dit-elle, sa voix claire et assurée. Les deux hommes se tournèrent vers elle. Henri avait l'air choqué. Jean-Pierre la transperça de son regard. « Pas question, dit-il, son ton final. Vous restez à la maison où vous êtes en sécurité. »« En sécurité ?» rétorqua-t-elle en faisant un pas en avant. « Ce sont des animaux, pas des machines. Ils vont paniquer. Ils vont se blesser. Vous avez besoin de quelqu'un qui sait quoi faire si l'un d'eux s'effondre, si un veau naît au milieu de cette tempête. Vous avez besoin d'un vétérinaire, et je suis la seule que vous ayez. » Le défi flotta dans l'air lourd et dense. Jean-Pierre la dévisagea, ses yeux bleus lançant des éclairs. Elle vit la guerre sur son visage, l'instinct protecteur entrant en collision avec la logique irréfutable de ses paroles. Il détestait l'idée, mais il savait qu'elle avait raison. Il serra la mâchoire. « Prenez la veste la plus chaude que vous puissiez trouver, et vous ne quittez pas mon côté, compris ?»« Compris », répondit-elle, son cœur battant d'un mélange de peur et d'adrénaline. Le monde extérieur était un chaos blanc et hurlant. Le vent coupait comme un rasoir, projetant des aiguilles de glace contre toute peau exposée. Montée sur un cheval stable que Jean-Pierre avait choisi pour elle, Élise se sentait petite et insignifiante face à la fureur de la nature. Elle pouvait à peine voir le cheval de Jean-Pierre à quelques mètres devant. La neige assourdissait tous les sons, sauf le hurlement du vent et le battement de son propre cœur dans ses oreilles. Il leur fallut près d'une heure pour trouver le troupeau. Ils étaient blottis près d'un affleurement rocheux, leur corps tremblant, couverts de neige. Le travail lent et ardu de les déplacer vers la grange commença. C'était une bataille contre le vent, la neige et la panique des animaux. Élise chevauchait à l'arrière, les yeux vigilants, cherchant tout signe de faiblesse, tout veau qui s'égarait. C'est là qu'elle le vit. Une des vaches s'était séparée du groupe, couchée dans la neige, haletant lourdement. « Jean-Pierre !» cria-t-elle, sa voix presque avalée par le vent. « L'une d'elles est en train de vêler. » Il se retourna, son visage un masque de neige et d'inquiétude. « Merde, pas ici, pas maintenant. »« On n'a pas le choix !» cria-t-elle en retour. « Il faut la sortir de là où elle et le veau vont mourir de froid. » Jean-Pierre donna des ordres rapides à Henri et aux autres pour continuer à déplacer le troupeau, pendant qu'ils revenaient aider Élise. Ensemble, au milieu du tourbillon blanc, ils travaillèrent. Jean-Pierre utilisait son propre corps comme brise-vent, protégeant la vache pendant qu'Élise, les mains engourdies par le froid, aidait à la naissance. Elle n'avait jamais eu aussi froid de sa vie. Ses doigts obéissaient à peine, mais l'instinct et la formation prirent le dessus. « Pousse, ma belle, pousse », murmura-t-elle à la vache, son souffle sortant en nuages de vapeur. Jean-Pierre tenait la lampe de poche, son faisceau perçant l'obscurité grandissante, son visage tendu et concentré. Et puis, avec une dernière poussée, le veau naquit. Glissant et tremblant, il tomba dans la neige. Il était vivant. « On l'a fait !» haleta Élise. Le soulagement si immense qu'il la fit presque pleurer. Jean-Pierre agit rapidement. Il enleva sa lourde veste en toile et en enveloppa le veau nouveau-né. Il faut les amener à la grange. Maintenant. Avec un effort herculéen, ils remirent la mère sur ses pattes et guidèrent lentement les deux animaux. Quand ils atteignirent enfin la chaleur et la lumière de la grange, Élise sentit ses jambes flancher. Elle était trempée, gelée et épuisée jusqu'à la moelle. Le reste du troupeau était déjà en sécurité. Les employés fatigués s'occupaient des animaux. Jean-Pierre mena la vache et son veau dans un box séparé tapissé de foin sec. Élise le suivit, frissonnant de manière incontrôlable. Après s'être assuré que les animaux étaient installés, Jean-Pierre se tourna vers elle. Son visage était sérieux, ses yeux scannant son état, les lèvres bleues, les tremblements, les cheveux collés à son visage. Sans un mot, il lui enleva sa veste mouillée, la jeta de côté et l'enveloppa dans une épaisse et rugueuse couverture pour chevaux. L'odeur de laine et d'animal était forte, mais la chaleur était bienvenue. « Venez, dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Il la conduisit au petit bureau attenant à la grange et alluma un chauffage au gaz. Le bourdonnement de l'appareil et la chaleur qui en émanait étaient les choses les plus réconfortantes du monde. Jean-Pierre disparut un instant et revint avec une bouteille de whisky et 2 verres. Il versa une généreuse mesure pour elle et une pour lui. « Buvez !»
Ça vous aidera à vous réchauffer. » Élise prit le verre à deux mains qui tremblaient encore. Le liquide ambré descendit en brûlant, propageant une chaleur bienvenue dans sa poitrine. Ils restèrent en silence pendant un long moment, écoutant le vent hurler dehors, le son étouffé par la sécurité de la grange. « Vous avez sauvé ce veau, » dit-il finalement, sa voix basse, « et sa mère. »« Nous les avons sauvés, » corrigea-t-elle, le regardant par-dessus le bord du verre. Ses yeux rencontrèrent les siens. La froideur avait disparu, remplacée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Du respect, de l'admiration, et autre chose, quelque chose de plus profond et de plus dangereux. « Vous n'êtes pas fragile, » déclara-t-il, comme s'il résolvait une énigme dans son esprit. « Je n'ai jamais dit que je l'étais, » murmura-t-elle. Il prit une gorgée de son whisky, son regard ne quittant jamais le sien. « Ma femme, Elisabeth, elle aimait la neige, disait que ça rendait le monde silencieux, propre. » La mention de sa femme fut si inattendue qu'Élise retint son souffle. Elle n'avait peur de rien. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était rempli de douleur, de mémoire et d'une vulnérabilité brute que Jean-Pierre Caldwell n'avait jamais montrée à personne. Dans ce petit bureau, avec la tempête faisant rage à l'extérieur, les murs qu'il avait construits autour de lui commencèrent à s'effriter. Et Élise, assise à quelques mètres de là, sentit le sol sous ses pieds commencer à céder. Son nom, Elisabeth, flottait dans l'air entre eux, une présence presque tangible. Élise n'avait jamais entendu Jean-Pierre le prononcer, ni même vu Chloé le faire. Il y avait une seule photo de cette femme dans le couloir de l'étage, un portrait sépia d'une jeune femme au sourire radieux et aux yeux pétillants de la même intensité que ceux de sa fille. La voir là, encadrée et silencieuse, avait toujours donné à la maison l'impression d'être hantée par une joie perdue. Mais entendre son nom sur les lèvres de Jean-Pierre, de cette voix basse et rauque, était différent. Cela la rendait réelle. « Elle devait être incroyable », murmura Élise, la phrase s'échappant avant qu'elle ne puisse la retenir. C'était une intrusion, elle le savait, un pas dans un territoire sacré et douloureux. Jean-Pierre ne recula pas. Il fit tourner le whisky dans son verre, regardant le liquide ambré s'agiter. « Elle l'était, » dit-il, un écho d'accord dans le silence du bureau. Têtue comme une mule, et courageuse, trop courageuse. Il y eut une pause, et Élise put sentir le poids d'une décennie de deuil se condenser en cet instant. Elle aurait été fière de ce que vous avez fait ce soir. La chaleur du whisky se propagea dans ses veines, mais ce n'était rien comparé à la chaleur que ces mots allumèrent dans sa poitrine. C'était un compliment, mais c'était plus que cela. C'était une connexion, un pont fragile, construit sur la douleur partagée de la perte. Elle pensa à sa propre mère, à sa force tranquille face à la maladie. « Ma mère était courageuse aussi », confia-t-elle, la voix épaisse d'émotion. « Elle s'est battue jusqu'à la toute fin, et je ne l'ai jamais, pas une seule fois, entendu se plaindre. » Il leva les yeux de son verre et rencontra son regard. Le bleu était profond, trouble d'émotions qu'il gardait normalement sous clé. Pour la première fois, elle ne vit pas le magnate, le propriétaire de l'Empire. Elle vit un homme qui comprenait le langage de la perte. Un homme qui, comme elle, naviguait dans le monde avec un morceau manquant. « La douleur ne disparaît pas, n'est-ce pas ?» dit-il, plus pour lui-même que pour elle. « On apprend juste à construire sa vie autour du vide. » Élise hocha la tête, incapable de parler. Des larmes chaudes montèrent à ses yeux, et elle les repoussa rapidement, refusant de pleurer devant lui. Ils restèrent assis en silence, la tempête hurlant dehors comme un animal en cage, mais à l'intérieur de ce petit sanctuaire de chaleur et de whisky, il y avait une quiétude, une compréhension qui transcendait les mots. Le temps sembla s'étirer, chaque seconde dense et chargée. L'attirance qu'elle ressentait pour lui, autrefois un bourdonnement bas et troublant, était maintenant un courant électrique, vif et dangereux, pulsant dans l'espace entre eux. Il avait 23 ans de plus qu'elle, le père de sa meilleure amie. C'était mal à tous les niveaux imaginables, et pourtant, à cet instant, il était la seule personne au monde qui semblait comprendre la fracture de son âme. Il se leva, le mouvement brusque rompant le charme. « Il est tard, vous avez besoin de vous reposer », dit-il, sa voix redevenant contrôlée, le masque de l'autorité se remettant en place. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il y avait là une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il la raccompagna à la maison principale. La neige avait diminué, se transformant en flocons doux qui dansaient dans la lumière du porche.
Le monde était enveloppé dans un silence profond et blanc. À la porte d'entrée, ils s'arrêtèrent. « Merci, Jean-Pierre », dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Le mot sonnait étrange et intime sur ses lèvres. Il se contenta de hocher la tête, la mâchoire serrée. Ses yeux tombèrent sur sa bouche pendant une fraction de seconde, un mouvement si rapide qu'elle crut presque l'avoir imaginé. Puis il fit un pas en arrière. « Dormez bien, Élise. » Il se tourna et retourna vers la grange, la laissant sur le seuil avec le cœur battant à tout rompre et le goût du whisky et des possibilités impossibles sur la langue. Le lendemain matin, le monde était méconnaissable. Une épaisse couverture blanche recouvrait tout, scintillant sous un soleil aveuglant dans un ciel sans nuages. La beauté était stupéfiante, presque violente. Le ranch, cependant, battait déjà son plein. Les employés dégageaient les chemins, les tracteurs rugissaient, et le travail, comme toujours, continuait. Élise descendit pour le petit déjeuner en se sentant étrangement exposée, comme si l'intimité de la nuit précédente était gravée sur son visage. Mais Jean-Pierre n'était plus à table. Marie, la cuisinière, lui servit une pile de pancakes et un sourire entendu. « Le patron a dit de s'assurer que vous mangiez bien. A dit que vous aviez été une héroïne hier soir. » Élise sentit son visage rougir. Son absence était presque aussi puissante que sa présence. Les jours suivants, la dynamique changea pour de bon. Jean-Pierre commença à la rechercher, non pas socialement, mais professionnellement. Il l'emmenait dans ses tournées du ranch, lui demandant son avis sur le bétail, lui montrant les systèmes d'irrigation, lui expliquant la logistique complexe de la gestion d'un empire de cette taille. Il la traitait comme une collègue, une égale. Leurs conversations portèrent sur le travail, la génétique bovine, la nutrition animale, les stratégies de marché. Mais sous la surface professionnelle, autre chose grandissait. Ils développèrent leur propre langage, fait de regards échangés par-dessus le dos d'un cheval, de sourires discrets lorsqu'ils s'accordaient sur un diagnostic, de silence confortable alors qu'ils traversaient l'immensité du ranch. Élise découvrit une facette de lui que Chloé n'avait jamais mentionnée, un homme à l'esprit d'entreprise brillant, un profond respect pour la terre et un sens de l'humour pince sans rire qui apparaissait à des moments inattendus. Lui, à son tour, semblait fasciné par sa passion, par la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de son travail, par la douceur de ses mains quand elle soignait un animal blessé. L'attirance physique était une braise constante, brûlant sous la surface. Parfois, dans l'espace exigu de la cabine du pick-up, son genou frôlait le sien et un choc électrique parcourait son corps. Ou quand il se penchait pour lui montrer quelque chose à l'horizon, son odeur, cuir, terre et l'air frais du Montana, l'enveloppait, la laissant étourdie. Elle se surprenait à regarder ses mains sur le volant, grandes, calleuses, capables. Des mains qui pouvaient construire ou détruire, des mains qu'il avait touchées avec une douceur surprenante. Elle luttait contre ça. Chaque nuit, dans sa chambre, la culpabilité la rongeait. C'est le père de Chloé. Arrête ça. Elle se répétait le mantra, mais c'était inutile. La solitude qu'il avait définie pendant si longtemps était en train d'être comblée, non seulement par sa présence, mais par le sentiment d'être vue, d'être comprise, et c'était plus addictif que n'importe quelle drogue. La nuit où tout a basculé a commencé avec le bruit de verre brisé. Élise était dans sa chambre, en train de lire quand elle entendit le bruit venant du rez-de-chaussée, suivi d'un juron étouffé. Le son était si incongru dans la maison silencieuse que son cœur fit un bond. Elle descendit prudemment les escaliers. La lumière était allumée dans le bureau de Jean-Pierre. La porte était entr'ouverte. Elle jeta un coup d'œil par la fente. Jean-Pierre se tenait dos à elle, une main appuyée sur son bureau. Sur le sol, un verre de whisky gisait en morceaux. Un téléphone était dans son autre main. « Cass, non, je comprends l'offre, Robert. Mais la réponse est toujours non, disait-il, sa voix tendue, contrôlée. Caldwell Creek n'est pas à vendre, aucune partie, et il ne le sera jamais. Il marqua une pause, écoutant. Prenez-le comme vous voulez, bonne nuit. Il raccrocha le téléphone d'un clic final et resta immobile un long moment, la tension irradiant de ses larges épaules. Puis, dans un geste de pure frustration, il balaya une pile de papier du bureau avec son avant-bras. Les feuilles volèrent dans les airs, atterrissant comme une neige silencieuse sur le tapis. Il se retourna et la vit. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la porte ouverte. Le masque était tombé. Sur son visage, elle ne vit pas de la colère, mais une profonde lassitude, un épuisement qui semblait venir de l'âme.
« Élise » dit-il, sa voix rauque. Ce n'était pas une question, pas un ordre, juste son nom. Elle poussa la porte et entra dans le bureau. L'odeur de whisky était forte. « Est-ce que ça va ?» Il laissa échapper un son qui était à mi-chemin entre le rire et le ricanement. « Ils n'arrêtent jamais », dit-il en passant une main dans ses cheveux. « Des investisseurs de New York, des promoteurs de complexes hôteliers. Ils pensent que tout a un prix. Ils veulent transformer cet endroit en un foutu terrain de golf. » Il s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir, le visage dans ses mains. « Cet endroit, ce n'est pas juste de la terre. C'est le sang de ma famille. C'est la promesse que j'ai faite à mon père. C'est tout ce qui reste d'Élisabeth. » Élise s'approcha lentement. Elle ne savait pas quoi dire, quoi faire. Puis, agissant par pur instinct, elle s'agenouilla sur le sol et commença à ramasser les papiers éparpillés. Un geste simple, petit. Il observa ses mouvements, le doux bruissement du papier étant le seul son dans la pièce. Quand elle eut rassemblé la dernière feuille, elle se leva et replaça la pile bien rangée sur son bureau. Elle se tenait à côté de son fauteuil, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui. Sa main plana dans les airs une seconde, incertaine, avant de se poser sur son épaule. Le muscle sous sa paume était tendu comme un roc. Il ne bougea pas, mais elle le sentit retenir sa respiration. Sa main était petite sur sa large épaule, mais le contact semblait résonner dans toute la pièce. Lentement, il releva la tête. Ses yeux, troubles de whisky et d'épuisement, rencontrèrent les siens. La distance entre eux s'évanouit. Il n'y avait que le calme du bureau, l'odeur de whisky et la vérité indéniable dans les yeux de l'un et de l'autre. « Ne faites pas ça, Élise » murmura-t-il, sa voix un plaidoyer brisé. Mais il était trop tard. Il leva la main, ses doigts rugueux effleurant sa joue. Le contact était du feu liquide, se propageant à travers chaque nerf de son corps. Et quand il l'attira vers lui, pour le baiser qu'ils savaient tous deux inévitable et totalement déplacé, Élise ne recula pas. Elle se rendit. Le baiser n'était pas tendre, il n'était pas hésitant. C'était un baiser d'abandon. Une reconnaissance silencieuse de semaines de tension contenue, de regards volés et d'une connexion qu'ils refusaient tous deux de nommer. La bouche de Jean-Pierre était ferme, experte goûtant le whisky, et une solitude qui semblait aussi vieille que les montagnes. Ses mains, qui tremblaient de frustration quelques instants auparavant, étaient maintenant stables, l'une en serrant l'arrière de son cou, les doigts s'emmêlant dans ses cheveux, l'autre posée au creux de son dos, la rapprochant. Élise sentit le monde entier se réduire à ce seul point de contact. Le sol semblait disparaître sous ses pieds. Elle s'accrocha à ses larges épaules, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa chemise, comme s'il était la seule chose qui l'empêchait de se désintégrer. Elle répondit au baiser avec une urgence qui la surprit, une faim qui venait d'un lieu profond de deuil et d'abandon. Pendant un instant, le vide dans sa poitrine fut comblé. La douleur, la trahison, la perte, tout se dissolvait dans la chaleur écrasante de ce baiser. Il approfondit le contact, sa langue traçant ses lèvres avant de chercher la sienne. Un son bas et guttural s'échappa de sa gorge, un son de pur tourment et désir. C'était mal. Le mot hurlait dans l'esprit d'Élise, une alarme stridente. Il était le père de Chloé. Il était son protecteur, son hôte. C'était de la folie. Et pourtant, ses lèvres bougeaient contre les siennes. Son corps se moulait au sien, trahissant chaque pensée rationnelle qu'elle possédait. Ce fut lui qui rompit le baiser. Il s'écarta brusquement comme s'il avait touché du feu. Sa respiration était lourde, saccadée. Ses yeux bleus, autrefois troubles de désir, étaient maintenant clairs et remplis d'une horreur auto-infligée. Il se leva de la chaise, mettant une distance de sécurité entre eux. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la voix rauque. Il passa une main sur son visage, incapable de la regarder. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» La réalité s'abattit sur Élise comme un seau d'eau glacée. La chaleur du moment fut remplacée par une vague de honte si intense qu'elle la fit vaciller. Elle fit un pas en arrière, s'enlaçant, se sentant soudainement nue et exposée sous son regard. Le goût de lui pulsait encore sur sa bouche. « Ça ne peut pas se reproduire », parvint-elle à dire, sa voix un fil tremblant. Les mots sonnaient creux, un mensonge qu'ils savaient tous deux être. « Je sais, » répondit-il, la voix sèche. Il se tourna vers la fenêtre, son large dos une barrière impénétrable. « Vous devriez y aller. Montez, s'il vous plaît. » Le « s'il vous plaît » fut ce qui la brisa. Ce n'était pas un ordre, c'était un plaidoyer. Il luttait autant qu'elle.
Sans un autre mot, Élise se tourna et s'enfuit pratiquement du bureau. Elle monta les escaliers en courant, le son de ses propres pas pressés résonnant dans la maison silencieuse. Elle s'enferma dans sa chambre et s'appuya contre la porte, son cœur martelant sauvagement contre ses côtes. Elle toucha ses propres lèvres, encore sensibles, encore picotantes. Son odeur était sur sa peau, dans ses cheveux. Et la culpabilité, oh, la culpabilité était un poison se propageant dans ses veines. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Ils recommencèrent à s'éviter, mais maintenant la distance était chargée d'une nouvelle tension insupportable. La conscience de ce qui s'était passé entre eux flottait dans l'air comme de l'électricité statique. Un regard accidentel au petit déjeuner suffisait à raviver le souvenir du baiser. Une proximité fortuite dans le couloir faisait crépiter l'air. Ils se déplaçaient dans la maison comme deux fantômes hantés par le même secret. Jean-Pierre se jeta dans le travail avec une férocité qui frisait la punition. Il partait avant l'aube et revenait bien après le crépuscule. Quand il était à la maison, il s'enfermait dans son bureau. Élise entendait ses pas lourds en bâtard dans la nuit, le son solitaire d'un homme en guerre avec lui-même. Élise, à son tour, se réfugia auprès des animaux. Elle passait des heures dans l'écurie, dans les pâturages, n'importe où sauf dans la maison principale. Le travail physique l'épuisait, et elle en était reconnaissante. La nuit, elle s'effondrait dans son lit, trop fatiguée pour penser, mais le sommeil était un refuge traître. Ses rêves étaient peuplés d'yeux d'un bleu profond et du goût du whisky. La nouvelle du retour de Chloé arriva par SMS une semaine plus tard. « Je rentre demain. Liliane est avec moi. J'ai hâte que vous vous rencontriez vraiment. Allume le barbecue, papa. » Le message frappa Élise comme un coup de poing à l'estomac. Chloé revenait. Le soleil était sur le point de briller à nouveau sur Caldwell Creek, et le secret qu'elle et Jean-Pierre gardaient allait devenir une bombe à retardement, tic-tacant sous le même toit que la femme qu'ils avaient tous deux trahie. Ce soir-là, la tension dans la maison atteignit un point de rupture. Élise descendit pour dîner, sachant que ce serait la dernière nuit calme avant l'arrivée de Chloé. Jean-Pierre était à table, son visage un masque de granit. Ils mangèrent sans échanger un seul mot. Le seul son était le cliquetis des couverts sur les assiettes. Quand le dîner fut terminé, Élise se leva pour partir. « Attendez » dit Jean-Pierre, sa voix profonde l'arrêtant net. Elle se tourna, le cœur dans la gorge. Il se leva et marcha vers elle, s'arrêtant à quelques mètres. La lumière de la salle à manger projetait des ombres sur son visage, accentuant les rides d'inquiétude. « À propos de ce qui s'est passé dans le bureau, » commença-t-il, la difficulté évidente dans sa voix. « C'était une erreur, un moment de faiblesse, de ma part. J'avais trop bu, j'étais sous pression. Ça ne se reproduira pas. » Chaque mot était une lame acérée. Il réduisait ce moment de connexion brute à un cliché d'ivresse et de stress. Il se dédouanait et, ce faisant, invalidait tout ce qu'elle avait ressenti. La douleur était si vive qu'elle lui coupa le souffle. « Je comprends, » dit-elle, sa voix aussi froide que la glace, une armure qu'elle construisit à la hâte pour protéger les restes de son cœur. « Chloé rentre demain, » continua-t-il, comme s'il énonçait une évidence. « Les choses vont redevenir normales. » Normal. Le mot était une absurdité. Rien ne serait plus jamais normal. « Je sais, » répéta-t-elle. « C'est pour le mieux, » conclut-il. Il s'attendait à ce qu'elle soit d'accord, qu'elle l'absolve. Mais elle se contenta de le fixer, son silence une accusation plus forte que n'importe quel cri. Puis, elle se tourna et monta les escaliers, le laissant seul dans la salle à manger. Seul, avec son honneur rafistolé et ses mensonges commodes. Le lendemain, le ranch se transforma. Chloé revint comme un ouragan d'énergie et de joie, remplissant chaque coin tranquille de la maison de ses rires. Et avec elle vint Liliane. Liliane était exactement comme Élise l'avait imaginé. Grand, avec un sourire parfaitement blanc, des cheveux impeccables et une poignée de main un peu trop ferme, comme s'il était toujours en train de conclure une affaire. Il portait un pull en cachemire, noué sur ses épaules, et des chaussures de créateur qui semblaient offensées par la poussière du ranch. Il regardait l'immensité de Caldwell Creek, non pas avec admiration, mais avec l'œil calculateur d'un promoteur immobilier. « Potentiel incroyable ici, Jean-Pierre, » dit-il pendant le déjeuner en gesticulant avec sa fourchette. « Jamais pensé à un hôtel de charme, une expérience de ranch de luxe. Le marché pour ça est en plein essor. » Élise vit Jean-Pierre se raidir,
Sa mâchoire se contractait. C'est un ranch en activité, Liliane, pas un complexe hôtelier. Bien sûr, bien sûr. La tradition, dit Liliane avec un sourire condescendant. Mais la tradition ne paie pas les factures au XXIe siècle. Chloé, inconsciente de la tension montante, tenait la main de son fiancé, les yeux brillants. « N'est-ce pas merveilleux, Mila? Il a tellement d'idées. » Élise força un sourire. « C'est un visionnaire. » Le reste de la journée, Élise observa la dynamique. Liliane traitait Chloé comme un accessoire, une réussite. Et Chloé, si désespérée de construire sa propre vie loin de l'ombre de son père, semblait aveugle à cela. Le soir, ils eurent le barbecue que Chloé avait demandé. Les employés du ranch se joignirent à eux dans le grand jardin arrière. Un feu de joie crépitait, de la musique country jouait doucement depuis une enceinte, et l'odeur de viande grillée emplissait l'air. C'était censé être une nuit de célébration. Pour Élise, c'était l'enfer. Elle essaya de s'occuper, aidant Marie, jouant avec le chien de Chloé, faisant n'importe quoi pour éviter d'être seule avec Jean-Pierre ou d'avoir à faire une conversation forcée avec Liliane. Mais c'était impossible. De temps en temps, ses yeux rencontraient ceux de Jean-Pierre de l'autre côté du feu. Son regard était un mélange d'avertissement et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait à du désir. Et la culpabilité la consumait. Voir Chloé rire, si heureuse, si innocente, rendait la trahison encore plus monstrueuse. Plus tard, alors que la fête commençait à se calmer, Chloé la tira à part, loin des autres. « Tu es si silencieuse ce soir, Mila. Il s'est passé quelque chose pendant mon absence ?» Le cœur d'Élise s'arrêta. « Non, bien sûr que non, juste fatiguée, je suppose. »« Mon père s'est bien comporté ?» demanda Chloé en riant. « Il ne t'a pas fait fuir avec son air de shérif du Far West, n'est-ce pas ?»« Non, il a été super », mentit Élise, le mot lui brûlant la gorge. « Bien, » soupira Chloé en posant sa tête sur l'épaule d'Élise. « J'étais sûre que tu te soucierais de me laisser seule avec lui. Parfois, je pense que c'est l'homme le plus seul au monde. » Les mots de Chloé furent un couteau dans son cœur. Elle avait raison. Et Élise, au lieu d'aider, n'avait fait que compliquer davantage la vie de cet homme seul, et trahit la femme qui s'appuyait maintenant sur elle pour trouver du réconfort. « Il a juste besoin de trouver quelqu'un, » continua Chloé d'un air rêveur. « Quelqu'un qui le comprenne. » Élise s'écarta, incapable de supporter le contact physique. « Je dois aller aux toilettes. » Elle s'enfuit dans la maison, l'air soudainement trop rare. Elle entra dans la salle d'eau du rez-de-chaussée et s'appuya contre le lavabo, respirant profondément. Elle regarda son reflet dans le miroir. Elle vit une menteuse, une traîtresse. Quand elle ouvrit la porte pour sortir, elle se retrouva face à Jean-Pierre. Il l'attendait manifestement dans le couloir faiblement éclairé. « Il faut qu'on arrête ça, » dit-il, la voix basse et urgente. « Arrêtez quoi? On ne fait rien, » siffla-t-elle. Ses regards, cette tension, elle va le remarquer, Élise. Chloé n'est pas idiote. Alors peut-être que tu devrais arrêter de me regarder comme... Elle s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Comme quoi? La défia-t-il, faisant un pas dangereux de plus vers elle. Son odeur l'enveloppa, whisky et fumée de feu de joie. Comme si tu regrettais d'avoir dit que c'était une erreur. Le silence hurla entre eux. La vérité de ses mots flottait là, indéniable. Sa main se leva comme pour toucher son visage, mais s'arrêta en plein vol. Le tourment dans ses yeux était si profond qu'il la fit tressaillir. « Chaque seconde, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je regrette chaque seconde depuis que je t'ai repoussé. » Et puis la porte d'entrée s'ouvrit. Liliane entra, un téléphone portable à l'oreille. Il les vit debout dans le couloir, la proximité, l'intensité dans l'air. Il ne dit rien. Il haussa juste un sourcil, un sourire cynique se dessinant sur ses lèvres avant de continuer son chemin. Mais son regard disait tout. Il avait vu. Et Élise sut avec une certitude terrifiante que Liliane était le genre d'homme à garder une information comme celle-là pour l'utiliser au bon. Le sourire cynique de Liliane fut comme une sentence. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine, un pressentiment froid qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne du Montana. Jean-Pierre recula instantanément, le masque de l'impassibilité se remettant en place, mais il était trop tard. Le moment de vulnérabilité brute avait eu un témoin, et le regard de Liliane promettait des conséquences. La semaine qui suivit fut un exercice de nerfs à vif.
Chloé était radieuse, plongée dans la planification de la grande fête annuelle d'été du ranch qu'elle et Liliane avaient décidé de transformer en annonce de fiançailles surprise. La maison bourdonnait de préparatifs, liste d'invités, appels au traiteur, discussions sur les décorations. C'était une façade de bonheur domestique qui rendait le secret d'Élise et de Jean-Pierre d'autant plus suffocant. Liliane devint une présence constante et venimeuse. Il observait Élise avec un amusement cruel, ses yeux brillants d'une connaissance tacite. Il faisait des commentaires voilés, pleins de double sens, toujours en présence de Chloé, qui restait heureusement inconsciente. « Tu sembles être très bien adaptée au ranch, Élise, » dit-il à dîner, un sourire acéré aux lèvres, presque comme si tu étais à ta place. « Jean-Pierre, ne trouves-tu pas qu'Élise a un talent naturel pour s'intégrer ?» Élise sentit sa fourchette trembler dans sa main. Jean-Pierre se contenta de le fixer de l'autre côté de la table, ses yeux bleus froids comme la glace. « Élise est notre invitée, et une excellente vétérinaire. Le ranch a de la chance de l'avoir. » La réponse était une démarcation claire, un avertissement. Mais Liliane se contenta de rire, comme s'il partageait une blague privée. Pour Élise, la présence de Chloé était une torture constante. Son amie l'incluait dans tout, lui demandant son avis sur la robe, les fleurs, la musique. Chaque acte d'amitié, chaque confidence était comme un coup physique, approfondissant la blessure de sa culpabilité. « Je suis si contente que tu sois là pour voir ça, Mila », dit Chloé un après-midi alors qu'elles arrangeaient les centres de table. « Avoir ma meilleure amie et l'homme que j'aime à mes côtés, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Élise murmura un accord, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Elle se sentait comme une imposture, une actrice dans une pièce qui était sur le point d'avoir une fin tragique. La nuit de la fête arriva, apportant avec elle un ciel clair et étoilé et une horde d'invités. L'élite du Montana était là, des éleveurs rivaux, des politiciens locaux, des propriétaires d'entreprises de Bozeman, tous réunis pour célébrer le pouvoir et l'héritage des Caldwell. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues dans les arbres. Les tables étaient dressées avec des nappes blanches et un groupe jouait un mélange de country et de rock classique. Élise portait une simple robe bleue que Chloé avait insisté pour qu'elle emprunte. Elle se sentait déplacée, un poisson hors de l'eau au milieu des bottes en cuir d'autruche et des bijoux en turquoise. Elle essaya de se fondre dans la masse, aidant à servir les boissons, restant dans l'ombre, mais c'était impossible. Le ranch était le territoire de Jean-Pierre, et ce soir, il était le roi. Il se déplaçait parmi les invités avec une autorité naturelle, serrant des mains, riant à des blagues, l'hôte parfait. Mais de temps en temps, ses yeux croisèrent les siens à travers la foule, et le monde entier semblait s'arrêter. Dans ses regards volés, il y avait un univers de choses non dites, désir, regret, un désir désespéré. La surprise fut annoncée au plus fort de la soirée. Liliane monta sur une petite scène appelant Chloé à ses côtés. Il fit un discours peaufiné sur l'amour et l'avenir avant de poser un genou à terre et de présenter une bague en diamant qui scintillait sous les lumières. La foule applaudit. Chloé pleura de bonheur. Élise applaudit avec les autres, un sourire figé sur son visage, la bile lui montant à la gorge. À côté d'elle, elle vit Jean-Pierre. Il applaudissait aussi, un sourire fier pour sa fille, mais ses yeux étaient vides. Il savait, tout comme Élise, que Liliane n'était pas l'homme qu'il fallait à Chloé. Mais comment pouvait-il le dire maintenant? Comment pouvait-il s'y opposer, alors qu'il avait lui-même brisé la confiance de sa fille de la pire des manières? Plus tard, alors que la fête continuait, Élise s'échappa sur le porche avant, cherchant un moment d'air et de silence. La musique et les rires semblaient lointains. Elle s'appuya contre la balustrade en bois, regardant l'obscurité de la vallée. « Je donnerais cher pour savoir à quoi tu penses. » La voix de Liliane la fit sursauter. Il s'était matérialisé à côté d'elle, tenant 2 coupes de champagne. « Elles ne valent même pas ça, » répondit-elle en essayant de s'éloigner. « Je ne suis pas d'accord, » dit-il en lui barrant le chemin. Il lui offrit l'une des coupes. « Je pense que tes pensées sont fascinantes. » Elle ignora la boisson. « Félicitations pour les fiançailles. »« Pas merci. Chloé est sur un petit nuage. Elle est si transparente. C'est l'une des choses que j'aime chez elle. Elle n'a pas de secret. » Il prit une gorgée de champagne, les yeux fixés sur elle par-dessus le bord de la coupe. « Toi, par contre, tu es un mystère. »« Il n'y a pas de mystère, Liliane. Excuse-moi. »
Tu sais, j'ai vu quelque chose, continua-t-il, la voix basse et conspiratrice. Le jour de mon arrivée, dans le couloir, toi et Jean-Pierre, il y avait une électricité, le genre de chose qu'un homme reconnaît. Le cœur d'Élise se mit à battre la chamade. Tu imagines des choses. Vraiment? Rit-il un son déplaisant. Je ne crois pas. Et ce qui est plus intéressant, c'est que Jean-Pierre semble être un homme différent depuis que tu es arrivé. Plus vivant et plus tourmenté. C'est une combinaison dangereuse. Il fit un pas de plus. Je me demande ce qui se passerait si Chloé découvrait votre petit secret. La peur se transforma en colère. Il n'y a pas de secret, et tu ne vas pas la blesser. Moi, je ne la blesserai jamais. Mais les secrets ont la fâcheuse habitude de se révéler. Et quand celui-ci le fera, eh bien, disons simplement que la position de Jean-Pierre en tant que patriarche honorable sera un peu compromise, ce qui, pour un homme d'affaires comme moi, pourrait créer quelque opportunité. Elle le dévisagea horrifié. Il l'utilisait comme une arme pour manipuler Jean-Pierre, pour prendre le pouvoir sur l'empire Caldwell. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Jean-Pierre sortit sur le porche, son visage un nuage d'orage. Il avait entendu. « Laisse-la tranquille, Lilian, » dit Jean-Pierre, sa voix un grognement sourd. Liliane se tourna, son sourire ne faiblissant jamais. « Jean-Pierre, nous avions juste une conversation agréable. J'apprenais à mieux connaître l'ami de la famille. »« La conversation est terminée, » dit Jean-Pierre, se positionnant subtilement entre Liliane et Élise. « Retourne auprès de ta fiancée. » Les deux hommes se défièrent du regard. Une bataille de volonté silencieuse. Liliane, surpassée en présence et en puissance brute, finit par céder. Il lança un dernier regard calculateur à Jean-Pierre avant de se tourner vers Élise. « Elle fut un plaisir, dit-il, le venin dégoulinant de chaque syllabe, et il retourna à la fête. Le silence qui resta était lourd, chargé de la menace qui venait d'être proférée. « Il sait, » murmura Élise, la voix tremblante. « Je sais, » répondit Jean-Pierre, son regard fixé sur la porte où Liliane avait disparu. « Il va l'utiliser contre toi, contre Chloé. Je ne le laisserai pas faire. »« Comment ?» demanda-t-elle, sa voix montant en désespoir. « Comment vas-tu l'arrêter? Il va lui dire « Jean-Pierre, il va tout détruire. »« Ça, il n'en aura pas l'occasion, » dit Jean-Pierre en se tournant vers elle. L'indécision dans ses yeux avait disparu, remplacée par une détermination sombre et résolue. « Parce que nous allons lui dire les premiers. » Élise le dévisagea, l'air piégé dans ses poumons. « Quoi? Non, on ne peut pas. »« Nous n'avons pas le choix, Élise. Le secret empoisonne déjà tout. Il vaut mieux qu'elle l'entende de nous. La vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Il fit un pas de plus, l'intensité de son regard la clouant sur place. « La fête est finie dans 1 heure. Après le départ de tout le monde, nous 3 allons nous asseoir. Et nous allons mettre fin aux mensonges. Ce soir. » L'idée était terrifiante. C'était la fin de tout. La fin de son amitié avec Chloé, la fin de son séjour dans ce refuge. Et pourtant, au milieu de la panique, elle sentit une étrange vague de soulagement. La bombe à retardement serait désamorcée, d'une manière ou d'une autre. Le poids du secret serait enfin levé de ses épaules. Elle regarda le visage de Jean-Pierre, la résolution dans sa mâchoire, la douleur dans ses yeux, et elle sut qu'il avait raison. Elle hocha la tête, un petit mouvement tremblant. Ce soir, la dernière heure de la fête se déroula comme un rêve fiévreux pour Élise. Les rires des invités semblaient lointains et déformés, la musique country, une bande-son mélancolique au désastre imminent. Elle se déplaçait parmi les gens, un automate au sourire figé, son cœur battant un compte à rebours dans sa poitrine. Chaque au revoir et bonne nuit des invités qui partaient était comme le son d'un clou planté dans le cercueil de son bonheur. Elle regardait Chloé qui flottait à travers la fête, la bague en diamant scintillant à sa main, son visage illuminé par un avenir qui était sur le point d'être brisé. Son innocence était la chose la plus douloureuse à voir. Comment dire à quelqu'un que son monde, construit sur la base solide de l'amour d'un père et de la loyauté d'une amie, était un mensonge? Jean-Pierre était tout aussi tendu. Il disait au revoir à ses invités avec la même politesse que toujours, mais Élise pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont sa main se resserrait sur son verre de whisky. Ses yeux croisaient les siens de temps en temps, un pacte silencieux de douleur et de résolution. Nous sommes dans le même bateau. Finalement, la dernière voiture partit.
le son de son moteur s'évanouissant dans la nuit, plongeant le ranch dans un silence soudain et profond. Seul le crépitement du feu de joie mourant et le son lointain des grillons rompaient l'immobilité. Le moment était venu. Liliane, sentant le changement d'atmosphère, tenta d'intervenir. « Eh bien, quelle soirée! Je pense qu'il est temps de mettre ma belle fiancée au lit. » Il passa son bras autour de la taille de Chloé, possessif. « Pas encore, » dit Jean-Pierre, sa voix calme mais avec un poids d'autorité qui fit marquer une pause à Liliane. « Chloé, il faut qu'on parle. Nous trois. » Il regarda d'Élise à sa fille. Dans le salon. Chloé fronça les sourcils, l'épuisement de la fête évident sur son visage. « Papa, ça ne peut pas attendre demain matin, je suis épuisée. »« Non, ça ne peut pas, » dit Jean-Pierre, son ton final. L'expression de Chloé passa de la lassitude à l'inquiétude. Elle regarda le visage sérieux de son père, puis la panique mal dissimulée dans celui d'Élise. Elle le sentit. La fille de Jean-Pierre Caldwell savait lire l'air, savait quand une tempête se préparait dans sa propre maison. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix soudainement sobre. Ils entrèrent dans le grand salon. Le feu dans la cheminée en pierre s'était réduit à des braises incandescentes, projetant des ombres dansantes sur leurs visages tendus. L'odeur de fumée et de pain flottait dans l'air. Liliane essaya de les suivre, mais Jean-Pierre se tourna vers lui à la porte. « C'est une affaire de famille. » L'ordre était calme mais absolu. Liliane hésita, son visage se crispant de colère d'être exclu, mais il recula, refermant la porte derrière eux. Le silence dans la pièce était assourdissant. Chloé se tenait au centre du tapis, les bras croisés sur sa poitrine, dans un geste d'autoprotection. Élise se tenait près de la fenêtre, souhaitant pouvoir se fondre dans les ombres. Jean-Pierre se tenait près de la cheminée, sa main reposant sur la pierre froide, comme pour y puiser de la force. « Papa, tu me fais peur, » dit Chloé, sa voix un murmure. « Élise, qu'est-ce qui ne va pas ?» Jean-Pierre prit une profonde inspiration. C'était le son d'un homme se préparant à sauter d'une falaise. « Chloé, il n'y a pas de manière facile de dire ça, » commença-t-il, la voix rauque. « J'ai échoué avec toi, en tant que ton père, et en tant que l'homme qui aurait dû protéger cette famille. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « Échoué, de quoi tu parles ?» Il regarda Élise, un regard d'excuse et de supplication pour de la force. Élise sentit des larmes lui brûler les yeux, mais elle soutint son regard et hocha légèrement la tête. Ensemble. Jean-Pierre se tourna de nouveau vers sa fille. « Quand ta mère est morte, une partie de moi est morte avec elle. J'ai passé les 10 dernières années à exister, pas à vivre, juste concentré sur le ranch, sur toi. J'ai construit des murs autour de moi. » Il fit une pause, la difficulté de chaque mot évidente. L'arrivée d'Élise, ça a changé les choses. Elle m'a rappelé ce que c'était que de ressentir quelque chose à nouveau. Chloé le dévisagea, la confusion sur son visage laissant lentement place à une terrible peur. Elle commençait à comprendre, mais son esprit refusait de l'accepter. « Papa, qu'est-ce que tu essaies de dire ?» Les mots ne venaient pas. Le courage de Jean-Pierre semblait s'être évanoui. C'est Élise qui parla, sa voix brisée, presque inaudible. « Chloé, je suis enceinte. » Le monde s'arrêta. Le son du vent dehors, le crépitement des braises, tout devint silencieux. Chloé cligna des yeux, une fois, 2 fois. Son cerveau traita l'information, mais ne parvint pas à la relier à la scène devant elle. « Enceinte » répéta-t-elle, la voix confuse. « Mais de qui? De Léo? Ce salaud est revenu ?» Élise secoua la tête, des larmes coulant enfin sur son visage. Elle ne pouvait pas le dire. La trahison était trop grande pour être mise en mots. Ce fut Jean-Pierre qui porta le coup final. Il fit un pas en avant, son visage un masque de douleur. « L'enfant est de moi, Chloé. » Pendant une seconde, un silence absolu et total tomba sur la pièce. Un silence si profond qu'Élise pouvait entendre le sang battre dans ses oreilles. Chloé resta là, le visage complètement inexpressif, comme si son cerveau s'était éteint pour la protéger de l'impact. Puis elle émit un son. Ce n'était pas un cri, pas un sanglot. C'était un petit son haletant, comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac et que tout l'air lui avait été expulsé des poumons. « Non, » murmura-t-elle. Le mot était fragile, cassant. « Non, vous mentez. » Elle regarda de son père à Élise, les yeux suppliants. « C'est une blague, une horrible blague. Dites-moi que c'est un mensonge. »
Élise sanglota, se couvrant le visage de ses mains. « Je suis tellement désolé, Chloé, tellement désolé. » Son sanglot fut la confirmation. Et puis Chloé explosa. La douleur se transforma en une fureur incandescente. « Comment avez-vous pu ?» Le cri déchira le silence de la maison, un son de pure agonie et de trahison. Elle se tourna vers Élise, son visage tordu, méconnaissable. « Toi, tu étais mon amie, ma meilleure amie. Je t'ai fait entrer dans ma maison, je t'ai donné un foyer quand tu n'avais rien. Et toi, tu as couché avec mon père ?» « Chloé, ce n'était pas comme ça, » tenta Élise, ses mots perdus dans les larmes. « Ce n'était pas comme ça, » hurla Chloé en s'avançant vers elle. Jean-Pierre se déplaça rapidement, se mettant entre elles. « C'était comment alors, Élise? C'était un accident? Tu as trébuché et tu es tombée dans son lit ?»« La faute est mienne, Chloé. Entièrement mienne, » intervint Jean-Pierre, la voix désespérée. « Ne blâme pas Élise. » « Ne pas la blâmer ?» Chloé se tourna vers son père, la douleur dans ses yeux si profonde qu'elle était physique. « Et toi, mon père, l'homme qui est censé me protéger, avec elle, dans notre maison, sous le même toit où je dors, où les photos de ma mère sont accrochées. » Elle montra le portrait d'Élisabeth au-dessus de la cheminée. Qu'est-ce qu'elle dirait si elle était là, hein? Qu'est-ce qu'elle dirait de voir son mari avec une fille de mon âge? Chaque mot était un coup. Jean-Pierre recula, le visage pâle, la douleur de l'accusation le frappant de plein fouet. « C'était une erreur, » dit-il, la voix brisée. « Une erreur ?» rit Chloé, un rire hystérique et sans joie. « Une erreur qui a donné un bébé? Un bébé qui va être mon demi-frère, né de ma meilleure amie? Vous avez tout détruit. Vous avez détruit cette famille. » Elle regarda de l'un à l'autre, le dégoût et la douleur se livrent en bataille sur son visage. « Je ne peux même pas vous regarder. Je suis dégoûtée par vous deux. » Elle se tourna et courut vers la porte. « Chloé, attends !» la supplia Jean-Pierre en la poursuivant. « Ne me touche pas !» cria-t-elle s'éloignant de lui comme s'il était en feu. « Ne me touche pas !» Elle ouvrit violemment la porte du salon. Liliane se tenait dehors dans le couloir, ayant clairement entendu chaque mot. L'expression sur son visage n'était pas celle du choc, mais d'un sombre triomphe. Il avait obtenu ce qu'il voulait. « On s'en va, Liliane, » dit Chloé, sa voix glaciale et morte. « Je ne passe pas une seconde de plus dans cette maison. »« Chloé, s'il te plaît, ne pars pas. On peut parler, » plaida Jean-Pierre une dernière fois. « Il n'y a plus rien à dire, » dit-elle sans le regarder. « Pour ce qui me concerne, vous êtes tous les deux morts ce soir. » Et sur ce, elle disparut, avec Liliane juste derrière elle. La porte d'entrée de la maison s'ouvrit puis se referma avec une finalité terrible. Le son résonna dans le salon, un point final à tout ce qu'ils avaient jamais été. Jean-Pierre resta figé au milieu de la pièce, fixant la porte fermée. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Élise glissa le long du mur jusqu'au sol, son corps secoué de sanglots incontrôlables. Le feu dans l'âtre finit par s'éteindre, les laissant dans l'obscurité, avec rien d'autre que les ruines de leur vie et le silence écrasant de ce qu'ils avaient brisé. Le silence qui s'installa dans la maison après le départ de Chloé n'était pas celui de la paix. C'était le silence d'un vide, le silence qui reste après l'explosion d'une bombe qui aspire tout l'air. Il était lourd, suffocant, rempli des échos des cris et des mots qui ne pourraient jamais être repris. « Pour ce qui me concerne, vous êtes tous les deux morts ce soir. » La phrase flottait dans l'air, un fantôme glacial. Élise resta sur le sol, recroquevillée, les sanglots secouant son corps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes à pleurer, seulement les frissons secs et épuisés de la douleur. Elle se sentait toxique, une peste qui avait été accueillie dans un jardin et l'avait empoisonnée de l'intérieur. L'amitié de Chloé, le refuge de Caldwell Creek, la connexion avec Jean-Pierre, tout était réduit en cendres. Jean-Pierre ne bougea pas pendant un long moment. Il resta debout, fixant la porte, une statue de regret. Quand il se tourna enfin, la faible lumière de la fenêtre illumina son visage, et ce qu'Élise y vit la brisa encore plus. Le masque de l'autorité, la façade de la force inébranlable, s'était désintégré. Ce qui restait était la douleur brute et sans protection d'un homme qui venait de perdre la seule chose qui lui restait au monde. Il marcha lentement vers le bar dans le coin de la pièce, se versa un whisky avec des mains visiblement tremblantes et le but d'un seul trait. Le son du verre heurtant le bois fut violent dans le silence. Il ne regarda pas Élise. Peut-être ne le pouvait-il pas,
Peut-être qu'en la regardant, il verrait le reflet de son propre échec, de sa propre trahison. « Je pars », dit Élise au sol, sa voix rauque et éraillée par les pleurs. « Demain matin, je prendrai un bus. » Jean-Pierre se tourna. « Non, dit-il, sa voix basse mais ferme. Vous n'allez nulle part. Je dois partir, Jean-Pierre. Je suis la cause de tout ça. Si je pars, peut-être qu'avec le temps, elle te pardonnera. » Il laissa échapper un rire amer et sans humour. « Tu crois que c'est si simple, que ton absence effacera ce que nous avons fait? Elle ne me pardonnera jamais. Pas pour ça. » Il s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques mètres. « Et je ne te laisserai pas partir. Pas maintenant. Pas en portant mon enfant. » La mention du bébé fut comme un coup de poing. Au milieu du chaos, de la douleur et de la culpabilité, il y avait cette vérité indéniable. Une vie créée de leur erreur, mais une vie néanmoins. « Tu n'es pas seule là-dedans, Élise, » dit-il, la voix brisée. « C'est moi qui t'ai mise dans cette situation, et j'en assumerai les conséquences, toutes. » Il s'enferma dans son bureau pour le reste de la nuit. Élise pouvait entendre le son occasionnel d'un verre sur le bureau, le rythme lourd de ses pas. Elle monta dans sa chambre, mais ne put dormir. La maison, autrefois un sanctuaire, ressemblait maintenant à une prison. Chaque objet, chaque photo sur le mur était une accusation. Allongée dans le noir, elle fixa le plafond et prit une décision. Jean-Pierre pouvait parler d'assumer les conséquences, mais elle voyait la vérité. Sa présence ne ferait qu'approfondir la blessure entre lui et Chloé. Tant qu'elle serait là, un rappel vivant et grandissant de la trahison, il n'y aurait aucune chance de réconciliation. Chloé était sa fille, elle avait besoin de son père, et Élise était l'obstacle. Il ne l'abandonnerait jamais par honneur, par entêtement, par ce sens des responsabilités qui le définissait. Alors, elle devrait prendre la décision pour lui, elle devrait disparaître. Avant l'aube, alors que la maison était encore plongée dans l'obscurité et le silence, elle se leva. Elle se déplaça avec la furtivité d'un voleur, son cœur battant à chaque craquement du plancher. Elle fit son sac à dos avec le peu qu'elle avait. Ses vêtements, la bague de sa mère, l'échographie qu'elle avait secrètement obtenue en ville la semaine précédente, une petite image en noir et blanc, la première preuve tangible de la vie en elle. Elle ne pouvait pas partir sans un mot. Ce serait de la lâcheté. Elle s'assit au bureau de sa chambre, le même où elle avait si souvent contemplé la beauté de la vallée, et écrivit. Les mots coulèrent au milieu de nouvelles larmes silencieuses. « Jean-Pierre, tu m'as dit que je n'étais pas seule, et pour cela je te serai éternellement reconnaissante. Tu m'as fait me sentir vue, tu m'as fait me sentir en sécurité, à un moment où je pensais que le monde entier s'était effondré. Tu m'as montré une bonté que je ne méritais pas. C'est à cause de cette bonté que je dois partir. J'ai vu ton visage ce soir, j'ai vu ce que la perte de Chloé t'a fait, et je ne peux pas être la raison pour laquelle tu la perds pour toujours. C'est ta fille, elle a besoin de toi, et elle ne reviendra jamais tant que je serai là. Ne te blâme pas, l'erreur était la nôtre, à tous les deux. Mais le bébé n'est pas une erreur. C'est la seule bonne chose qui soit sortie de toute cette douleur. Et je promets que je prendrai soin de lui. Je l'aimerai assez pour nous trois. Je lui parlerai des montagnes du Montana et du père courageux qu'il a. S'il te plaît, ne me cherche pas. Cela ne ferait que rendre les choses plus difficiles. Utilise ton temps et ton énergie pour réparer ce que nous avons brisé avec Chloé. C'est la seule chose qui compte maintenant. Laisse-moi partir. C'est la seule solution. Adieu, Jean-Pierre. Élise. Elle plia le papier et le laissa sur l'oreiller parfaitement fait. Le sac à dos sur les épaules, elle descendit. La porte du bureau était fermée. Elle pouvait entendre sa respiration lourde de l'intérieur. Il devait s'être endormi dans son fauteuil. Un instant, elle lutta contre l'envie d'ouvrir la porte, de le regarder une dernière fois. Mais elle savait que si elle le faisait, sa résolution s'effondrerait. Elle ouvrit la porte d'entrée avec une infinie précaution. L'air froid d'avant l'aube la frappa, sentant le pain et la terre humide. La lune pâle projetait de longues ombres dans la cour. Elle regarda une dernière fois la maison imposante, l'endroit qui avait été son refuge et sa ruine. Puis elle se tourna et commença à marcher. Le long chemin de terre s'étendait devant elle comme un ruban sombre. Chaque pas l'éloignait de la seule sécurité qu'elle avait connue et la menait vers un avenir incertain et solitaire. Elle ne se retourna pas. Elle n'osa pas. Une main protectrice sur son ventre encore plat, elle marcha dans l'obscurité,
les mots de Chloé résonnant dans son esprit. « Pour ce qui me concerne, vous êtes tous les deux morts ce soir. » Peut-être qu'en disparaissant, elle pourrait ramener l'un d'eux à la vie pour Chloé. Jean-Pierre se réveilla au premier rayon de soleil, le cou endolori d'avoir dormi dans le fauteuil du bureau. La maison était trop calme, un calme vide, anormal. Un pressentiment froid l'envahit. Il se leva, la tête martelant à cause du whisky, et monta à l'étage. La porte de la chambre d'Élise était entr'ouverte. La pièce était impeccable. Le lit fait aucun signe d'elle, sauf le morceau de papier plié au centre de l'oreiller. Il prit la lettre avec des mains tremblantes. Il lut ces mots, et le sol sembla s'ouvrir sous ses pieds. La douleur dans sa poitrine était physique, une pression écrasante qui lui coupa le souffle. « Ne me cherche pas. Laisse-moi partir. »« Non » murmura-t-il, le mot un son brisé. Il froissa la lettre dans sa main, le papier protestant. « Non, Élise. » Il courut dehors, dévalant les escaliers. Il traversa la cour, pieds nus sur la terre froide, jusqu'au grand portail du ranch. La route était vide. Le soleil se levait à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de pourpre, une beauté cruelle et indifférente. Elle était déjà trop loin, disparue. Il tomba à genoux dans la poussière, la lettre froissée toujours dans son poing. L'homme qui contrôlait un empire, qui domptait la terre et les animaux, qui commandait le respect de tous, était totalement impuissant. Il leva son visage vers le vaste ciel du Montana et poussa un cri qui n'était pas de colère, mais d'une agonie pure et primitive. C'était le son d'un cœur arraché de sa poitrine. Le son d'un homme qui, pour la deuxième fois de sa vie, avait tout perdu. L'écho de son cri se perdit dans les collines et la seule réponse fut le silence. Les 6 mois qui suivirent furent définis par le silence. Pour Jean-Pierre, le silence était un ennemi. Il remplissait les couloirs vides de sa maison, bourdonnait à ses oreilles pendant les longues nuits et l'accompagnait dans ses tournées solitaires du ranch. Caldwell Creek, autrefois symbole de son héritage et de son pouvoir, était devenu un mausolée de ses échecs. Chaque coin recelait un souvenir d'elle, l'écurie où elle l'avait défié, le bureau où il l'avait embrassée, le porche où elle avait contemplé les montagnes. Il fit ce que sa lettre demandait. Il ne la chercha pas. Au début, il se dit que c'était par respect pour ses souhaits, mais au fond, il savait que c'était une pénitence. Il méritait cette solitude. Il méritait de se réveiller chaque jour avec le poids de son absence. Il essaya d'appeler Chloé, des dizaines de fois. Les appels tombaient directement sur la messagerie vocale. Il envoya des textos. « Je suis désolé. S'il te plaît, parle-moi. Je veux juste savoir que tu vas bien. » Les messages étaient lus mais jamais répondus. Le silence de sa fille était une punition encore plus cruelle. Le ranch ressentit le changement. Jean-Pierre devint l'ombre de lui-même, plus dur, plus renfermé. L'humour pince sans rire disparut, remplacé par une efficacité froide et implacable. Il travaillait de l'aube au crépuscule, comme s'il pouvait épuiser la douleur de son corps. Mais la douleur était une source inépuisable. La nuit, il s'asseyait dans son bureau, sa lettre sur la table, une bouteille de whisky à ses côtés, et se demandait où elle était. Était-elle en sécurité? Mangeait-elle correctement? Le bébé était-il en bonne santé? La pensée de son enfant grandissant quelque part sans lui était une torture physique. Pendant ce temps, à Seattle, Chloé vivait aussi dans un autre type de silence. C'était le silence d'un appartement moderne et stérile, avec vue sur une jungle de béton. Liliane l'avait entouré de luxe, mais le luxe commençait à ressembler à une cage dorée. Il était attentionné en public, le fiancé parfait, mais seule l'attention se transformait en contrôle. « Où vas-tu » demandait-il quand elle prenait son sac pour sortir. « À qui parlais-tu » questionnait-il quand elle raccrochait le téléphone. « Cette robe n'est-elle pas un peu courte » commentait-il, son regard désapprobateur. Il utilisait le scandale de sa famille comme une arme subtile. « Après ce que ton père a fait, tu dois faire attention à ta réputation, » disait-il. « Je ne fais que te protéger. » Mais ce n'était pas de la protection, c'était de l'isolement. Il l'éloignait de ses amis, critiquait ses choix et commença lentement à saper sa confiance en elle. La colère qu'elle ressentait pour son père et Élise brûlait toujours, mais en dessous, une nouvelle émotion commença à faire surface. Le doute. Elle se souvenait de la douleur sur le visage de son père, du désespoir dans les yeux d'Élise. Tout avait-il été aussi calculé qu'elle l'avait imaginé, ou avait-ce été une erreur tragique comme il l'avait dit? Elle se sentait à la dérive,
ayant coupé les 2 ancres de sa vie. Et Liliane, le port sûr qu'elle avait choisi, se révélait être une mère dangereuse. Pour Élise, la vie était une lutte quotidienne pour la survie. Après des jours de bus, elle descendit à Cody, dans le Wyoming, une ville assez petite pour être anonyme, mais assez grande pour avoir du travail. Elle utilisa le peu d'argent qu'elle avait pour louer une petite chambre à l'arrière d'une maison. Son ventre, autrefois plat, commençait à s'arrondir, un rappel constant et doux amer de tout ce qu'elle avait perdu et de tout ce qu'elle devait protéger. Elle trouva un travail dans une clinique vétérinaire locale, dirigée par un vieux vétérinaire nommé Dr Miller. Il ne posa pas beaucoup de questions, vit simplement la compétence dans ses mains et le besoin dans ses yeux. Le travail était dur, le salaire modeste, mais c'était honnête. C'était le sien. Chaque animal qu'elle guérissait, chaque vie qu'elle sauvait, était une petite rédemption. Les nuits étaient le plus difficile. Seule dans sa minuscule chambre, elle tenait l'échographie, traçant la petite forme avec son doigt. La solitude était une douleur physique, un désir d'un foyer qui n'avait jamais vraiment été le sien et d'un homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Elle pensait à Jean-Pierre chaque nuit. Elle l'imaginait dans son bureau, seule. Elle se détestait de l'avoir quitté et se détestait de vouloir y retourner. Le tournant pour Jean-Pierre arriva un samedi après-midi, lors d'une vente aux enchères de bétail à Billings. Il négociait l'achat d'un taureau primé quand il entendit 2 éleveurs plus âgés discuter. « Tiens, il y a une nouvelle fille qui aide le vieux Miller à Cody, des mains en or. On dit qu'elle a sauvé tout le troupeau de Johnson d'une maladie. »« J'ai entendu ça, » dit l'autre. « Jeune, pas d'ici, et enceinte la pauvre, toute seule. » Le cœur de Jean-Pierre cessa de battre. Cody, vétérinaire, jeune, enceinte. Les mots résonnaient dans sa tête. Serait-ce une coïncidence? Peut-être. Mais pour la première fois en 6 mois, une étincelle d'espoir, féroce et désespérée, s'alluma dans sa poitrine. C'était une chance infime, mais c'était la seule qu'il avait. Il quitta la vente aux enchères sans conclure l'affaire, sans dire au revoir. Il conduisit les 4 heures jusqu'à Cody comme un possédé, le paysage du Wyoming un flou. Et si ce n'était pas elle? Et si c'était elle? Que dirait-il? Que ferait-il? Il trouva la clinique du docteur Miller dans une rue latérale. C'était un petit bâtiment usé. Il se gara de l'autre côté de la rue et regarda. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres. La porte de la clinique s'ouvrit et une silhouette sortit, riant de quelque chose qu'un client avec un Golden Retriever lui disait. C'était elle. L'air fut volé de ses poumons. Ses cheveux étaient plus longs, attachés en queue de cheval. Son visage était plus mince, marqué par la fatigue, et son ventre était une courbe proéminente et magnifique sous sa salopette de travail. C'était réel. Leur enfant était réel. Il sentit une vague d'émotion si écrasante qu'elle le renversa presque. Soulagement, joie, une douleur profonde pour la distance et le temps perdu. Il la regarda longtemps, s'imprégnant simplement de sa vue, la femme qui hantait ses rêves, vivante et bien là, à quelques mètres seulement. Finalement, il rassembla le courage qui lui restait. Il sortit de la voiture, les jambes instables. Il traversa la rue, chaque pas un écho de son cœur battant la chamade. Elle lui tournait le dos, accroupie pour caresser le chien. « Élise, » dit-il, juste son nom. Elle se figea. Tout son corps se raidit. Lentement, comme si elle craignait que le mouvement ne brise la réalité, elle se tourna. Quand leurs yeux se rencontrèrent, le monde sembla retenir son souffle. Le temps s'arrêta. La couleur quitta son visage, et ses yeux s'emplirent de larmes avant même qu'elle ne puisse formuler une pensée. « Jean-Pierre » murmura-t-elle, le mot un souffle d'incrédulité. Il fit un pas, puis un autre, jusqu'à se tenir devant elle. Il voulait la toucher, la serrer dans ses bras, mais il avait peur qu'elle ne se dissolve comme de la fumée. « Je t'avais dit de ne pas me chercher » dit-elle, la voix brisée, des larmes coulant sur son visage. « Je sais » répondit-il, sa propre voix épaisse d'émotion. « J'ai passé 6 mois à obéir. Ce furent les 6 pires mois de ma vie. » Il regarda son ventre, de la révérence dans son regard. « Je ne pouvais plus. Je ne pouvais pas laisser mon enfant naître dans un monde où son père ne s'est pas battu pour lui, où je ne me suis pas battu pour toi. » Elle secoua la tête en sanglotant. « Tu ne comprends pas, Chloé. »« Je comprends que j'ai fait la plus grande erreur de ma vie en te laissant partir, » l'interrompit-il, sa voix remplie d'une conviction inébranlable. « Je t'aime, Élise, je t'aime, et j'aime ce bébé.
Et je ne passerai pas un jour de plus sans toi dans ma vie. Je me fiche du ranch, du nom, de ce que les gens diront. Je ne me soucie que de toi. Il tendit la main, paume vers le haut. Une invitation, une promesse. Rentre à la maison, Élise, s'il te plaît, reviens à moi. Elle regarda sa main grande et calleuse, la main qu'il avait sauvée dans la neige, qu'il avait touchée avec un tel désir. Puis, elle regarda son visage, la douleur et l'amour mis à nu pour qu'elle les voie. Et au plus profond de son âme, la partie d'elle qui s'était sentie brisée et seule pendant si longtemps, commença enfin à guérir. Lentement, elle posa sa main dans la sienne. Le contact fut électrique, un circuit achevé après des mois d'obscurité. Il l'attira doucement à lui et l'enveloppa dans ses bras, avec précaution, protégeant son ventre entre eux. Élise enfouit son visage dans sa poitrine, l'odeur familière de cuir et de terre l'enveloppant comme un foyer. Et là, au milieu d'une rue poussiéreuse du Wyoming, sous le regard curieux d'un golden retriever, ils pleurèrent. Non pas de douleur, mais de soulagement. C'étaient les pleurs de deux âmes perdues qui, contre toute attente, avaient enfin retrouvé le chemin de la maison. Le retour à Caldwell Creek fut surréaliste. Le paysage du Montana qu'Élise avait laissé derrière elle en désespoir de cause semblait maintenant accueillant, comme si la terre elle-même la recevait de nouveau. Jean-Pierre conduisait dans un silence confortable, sa main quittant souvent le volant pour trouver la sienne, un contact rassurant qui en disait plus que les mots. Il ne la pressait pas de questions sur les derniers mois. Il semblait comprendre que leur histoire recommençait à partir de ce moment. Quand ils arrivèrent au ranch, la maison semblait la même mais différente. L'air n'était plus lourd de secrets, mais d'un espoir fragile. Marie, la cuisinière, l'accueillit avec des larmes aux yeux et une étreinte si forte qu'elle lui coupa presque le souffle. Henri et les autres employés la saluèrent avec des hochements de tête respectueux. Il y avait une acceptation silencieuse. Ils étaient loyaux à Jean-Pierre Caldwell, et si elle était importante pour lui, elle était importante pour le ranch. Jean-Pierre l'installa non pas dans la chambre d'amis, mais dans la chambre principale, sa chambre. Un geste qui était une déclaration. « Ta place est ici », dit-il, la voix ferme, « à mes côtés. » Cette première nuit, ils ne firent pas l'amour. Ils restèrent simplement allongés, se tenant l'un l'autre, son grand corps enveloppant le sien et son ventre proéminent. Il passait des heures avec sa main étalée sur son ventre, les yeux fermés, sentant les mouvements subtils de l'enfant qu'il avait failli perdre. C'était une communion silencieuse, une guérison qui se produisait dans l'obscurité. Les semaines suivantes furent un flou de paix et d'anticipation. Jean-Pierre la traitait comme si elle était en verre précieux. Il s'assurait qu'elle mange, qu'elle se repose, qu'elle ne se surmène pas. Ils parlèrent pendant des heures, comblant les lacunes des mois perdus. Elle lui raconta sa vie à Cody et lui le silence écrasant du ranch. La connexion entre eux, autrefois une braise dangereuse, était maintenant une flamme stable et chaude, construite non seulement sur la passion, mais sur l'admiration mutuelle, le respect et l'expérience partagée de la douleur. Mais l'ombre de Chloé planait toujours sur eux. Les tentatives de Jean-Pierre pour la contacter restaient sans réponse. La réconciliation semblait une montagne insurmontable. À Seattle, la vie de Chloé implosait. Le contrôle de Liliane était devenu suffocant. Un soir, après une dispute animée parce qu'elle avait 20 minutes de retard à un rendez-vous avec une amie, il lui attrapa fermement le bras, la colère déformant son beau visage. « Tu ne sembles pas comprendre, Chloé. Tu es à moi. Ton nom est maintenant lié au mien. » À ce moment, ce fut le déclic. La poigne sur son bras était la même que la poigne sur sa vie. Elle était dans une prison. La même nuit, pendant qu'il dormait, elle fit un sac et partit. Elle ne laissa pas de mots. Elle disparut simplement, tout comme Élise l'avait fait. Elle conduisit sans but pendant 2 jours, son téléphone portable éteint. La colère qu'elle avait ressentie s'était dissipée, remplacée par un vide profond. Elle avait échangé un foyer imparfait contre une cage parfaite. Et dans le silence de la voiture, sur une autoroute déserte de l'Idaho, elle s'autorisa enfin à ressentir leur manque. Le manque du rire d'Élise, le manque du silence réconfortant de son père, le manque de l'odeur de pain et de terre. Son foyer lui manquait. Le travail d'Élise commença au milieu d'une nuit pluvieuse, 2 semaines avant terme. Les douleurs arrivèrent vite et fort. Jean-Pierre, qui dormait d'un sommeil léger à côté d'elle, fut réveillé en un instant. La panique brilla dans ses yeux 1 seconde, mais fut rapidement remplacée par un calme résolu. « Je suis là »,
dit-il en lui tenant le visage. « Respire avec moi. Je ne te quitte pas. » Le trajet jusqu'à l'hôpital de Bozeman fut tendu, la pluie battant contre le pare-brise, les essuie-glaces peinant à suivre. Élise serra sa main à chaque contraction, la douleur l'aveuglant. Jean-Pierre lui parla tout le temps, sa voix profonde et calme un point d'ancrage dans la tempête. Dans la salle d'accouchement, il fut son roc. Il lui tint la main, essuya sa sueur, murmura des mots d'encouragement. Et quand le cri aigu et sain d'un nouveau-né déchira l'air, le temps s'arrêta. L'infirmière plaça le petit paquet rouge et ridé dans les bras d'Élise. « C'est un garçon, » dit-elle en souriant. Élise regarda le petit visage de son fils, et le monde entier se dissolut. Toutes les larmes, toute la douleur, toute la culpabilité, tout en valait la peine pour ce moment. Elle regarda Jean-Pierre, qui pleurait silencieusement à côté d'elle. « Il est parfait, » murmura-t-il, la voix brisée. Quand l'infirmière plaça le bébé dans les bras de Jean-Pierre, l'homme grand et puissant sembla rapetisser, devenant vulnérable sous le poids de ce petit miracle. Il tenait son fils comme s'il tenait la chose la plus précieuse de l'univers. « Salut, Cody », murmura-t-il, le nom qu'ils avaient choisi ensemble. « Je suis ton papa, et je te promets que je ne te quitterai plus jamais. » Ils retournèrent au ranch 3 jours plus tard, une nouvelle famille. Le silence de la maison fut remplacé par les pleurs occasionnels d'un bébé, un son qui, pour Jean-Pierre, était la plus belle musique. C'est par un après-midi ensoleillé, une semaine plus tard, que le pick-up de Chloé apparut sur le chemin de terre. Jean-Pierre était sur le porche avec un Cody endormi dans ses bras quand il la vit. Son cœur fit un bond. Il resta immobile, ne sachant que faire, à quoi s'attendre. Chloé sortit de la voiture. Elle était plus mince, son regard las, mais il y avait une nouvelle force dans sa posture. Elle marcha lentement jusqu'au porche et s'arrêta au bas des marches, regardant son père et le petit paquet dans ses bras. « Salut, papa » dit-elle, la voix basse. « Chloé » répondit-il, la voix épaisse d'émotion. Le silence s'étira. Chloé leva les yeux et vit Élise debout dans l'embrasure de la porte, observant la scène, le visage pâle et anxieux. Les regards des deux femmes se croisèrent. Il n'y avait plus de colère dans les yeux de Chloé, seulement une profonde tristesse. « J'ai rompu avec Liliane », annonça Chloé sans détour. « Il n'était pas celui que je pensais. » Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration. « J'ai passé des mois à être en colère contre vous, à vous détester. Mais en réalité, j'étais en colère contre moi-même. Pour ne pas l'avoir vu, pour avoir été si aveugle. J'ai fui une prison ici pour courir droit dans une autre. » Elle regarda Élise. « Ce que vous avez fait était mal, et ça m'a blessé plus que tout dans ma vie. Je pense qu'une partie de moi ressentira toujours cette douleur. » Des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Mais j'ai eu tort aussi. Je t'ai abandonné. J'ai abandonné mon père, et j'ai abandonné mon amie alors qu'elle était enceinte et seule. Et ça aussi, c'est impardonnable. » Elle monta les marches du porche, le cœur d'Élise battant si fort qu'elle crut s'évanouir. Chloé s'arrêta devant son père. « C'est lui ?» demanda-t-elle en regardant le bébé. « Cody » murmura Jean-Pierre, « ton frère. » Chloé tendit une main hésitante et toucha la joue douce du bébé du bout de son doigt. Une larme tomba sur sa couverture. « Prélève magnifique » dit-elle, la voix étranglée. Puis elle se tourna vers Élise. Elles se regardèrent d'un gouffre de douleur entre elles. « Je suis tellement désolée, Chloé » murmura Élise. « Je suis désolée aussi » répondit Chloé. « Penses-tu qu'on pourra un jour réparer ça ?»« J'espère » dit Élise en pleurant ouvertement. Chloé fit un pas en avant, et à la surprise de tous, serra Élise dans ses bras. C'était une étreinte maladroite, hésitante au début, mais qui devint plus forte. C'était une étreinte de douleur, de perte, mais aussi d'un pardon fragile et naissant. Jean-Pierre regarda les deux femmes les plus importantes de sa vie, son fils endormi dans ses bras, et sentit quelque chose se remettre en place dans sa poitrine. La famille qu'il avait détruite commençait à se reconstruire, non pas comme avant, mais comme quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus compliqué, de plus désordonné, mais peut-être, au final, de plus fort. Le soleil du Montana se coucha sur les montagnes, peignant le ciel de couleurs de promesses. La route à venir serait longue et difficile, pleine de cicatrices qui auraient besoin de temps pour guérir. Mais là, sur ce porche, avec les pleurs silencieux de 3 adultes et le sommeil paisible d'un bébé, l'amour dans sa forme la plus imparfaite et la plus résiliente,
avait retrouvé le chemin de la maison.